Donc oui, bonjour à tous, merci de votre présence. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter l'étude, comme Christophe et Marine l'ont parfaitement introduit, qui portait sur la haute valeur environnementale et son rôle dans la transition agroécologique en grande culture. Donc, passer brièvement, ça ne fonctionne pas. Moi aussi, on peut passer la main peut-être. Je peux? Non. Bon, pas la main. Oui. Donc, non plus. Ah, ok. Excusez-nous. Donc cette étude, elle a été, comme l'a dit Marine, commandée par l'AFA, l'Association française d'agronomie, qui par son rôle de représentation du monde, des acteurs du monde agricole, s'est intéressée au rôle que HVE pouvait avoir dans l'accompagnement des agriculteurs. Donc ça s'inscrit dans un contexte de tension, on l'observe depuis janvier dernier, et ces réflexions arrivent aussi dans un contexte où, depuis les années 70, on observe une émergence des préoccupations environnementales qui vont qui vont faire émerger ce qu'on va commencer à appeler l'agroécologie. Et l'agroécologie peut être définie pardon, par l'application des principes écologiques en agriculture. On va chercher en effet à mobiliser les processus biologiques et les services écosystémiques tout en maintenant la fonction de production. Et c'est dans cette dynamique aussi que va s'inscrire la notion de transition agroécologique, c'est-à-dire le fait de passer d'un système agricole vers un second qui va être plus durable, que Glissman. Et d'ailleurs, Glissman a proposé un cadre composé de 5 étapes pour réaliser la transition agroécologique, et qui reprend un peu la démarche ESR qui a été proposée par Hill et Macrae. Donc la démarche ESR, l'étape 1, efficience, étape 2, substitution, et l'étape 3, reconception, qui s'inscrivent à l'échelle du système de production, et l'étape 4 et l'étape 5 qui s'inscrivent plutôt à une échelle de la filière, mais qu'on ne va pas traiter dans notre étude. Donc dans cet objectif de transition environnementale, l'État a mis en place en 2012 la certification environnementale qui reprend 3 niveaux, et c'est seulement le niveau 3 qui va permettre d'obtenir la mention HVE. Pour revenir sur quelques chiffres, donc cette certification a eu un démarrage très lent, et puis à partir de 2020, on observe une augmentation de certification qui tend encore un peu à ralentir. Et au 1er juillet 2024, on avait 39 772 exploitations certifiées, ce qui représente 9,2% des exploitations agricoles en France, 8,7% de la SAU française, ce qui équivaut à 2,3 millions d'hectares. Donc, pour revenir un petit peu sur la HVE, donc comment ça fonctionne? On a 4 thématiques, biodiversité, phytosanitaire, fertilisation, irrigation. Donc, on va se concentrer seulement sur les 3 premières parce qu'on n'a pas rencontré dans notre étude d'exploitants qui étaient irrigants. Et chacune de ces thématiques est déclinée en plusieurs items. Et pour chaque item, il y a des seuils minimaux à atteindre pour obtenir des points. Les points sont attribués selon l'efficacité de la pratique sur l'environnement. Et pour obtenir la certification, il faut un minimum de 10 points par thématique. Cette certification dure 3 ans et elle est délivrée par un organisme certificateur indépendant, et elle peut être obtenue de façon individuelle ou collective par l'intermédiaire d'une structure accompagnante. Donc ça peut être des coopératives, des chambres d'agriculture, qui vont suivre les agriculteurs et qui vont permettre de les évaluer et de les accompagner tout au long de cette phase. Donc, on va maintenant s'intéresser aux pratiques agricoles qui sont mobilisables pour augmenter la résilience des systèmes de production. C'est bon, ça marche. Donc, on ne va pas ici s'attarder sur les processus, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut chercher à valoriser la biodiversité. Et donc ça va passer notamment par l'hétérogénéité. Donc, pour améliorer cette hétérogénéité, il y a un certain nombre de leviers. À l'échelle du paysage, on va avoir diminué la taille des parcelles, ajouter des éléments semi-naturels. Et à l'échelle de la parcelle, ça va être augmenter le nombre d'espèces dans les rotations et faire des mélanges et associations. Et donc, dans HVE, ça va se traduire dans un indicateur, donc l'indicateur biodiversité, en un certain nombre de points. Et les pourcentages que vous pouvez voir, c'est le poids que va prendre le levier par rapport au point de l'indicateur. Donc, globalement, diversité génotypique, ça va prendre presque la moitié des points de l'indicateur biodiversité, alors qu'on peut voir que les mélanges et associations ne vont pas être considérés. Et donc, on a vu une étude de la SALAS en 2023 qui montre que la majorité des exploitations en grande culture allait facilement valider l'indicateur biodiversité, et ce, sans changement, pour 95% d'entre elles.
Donc maintenant, on va parler des produits phytosanitaires qui vont impacter les écosystèmes et la santé humaine. Et ça va être à cause de certaines fuites, notamment, que vous pouvez voir sur le schéma qui sont indiquées par les flèches rouges, mais que je ne vais pas développer non plus ici. Et il existe des leviers pour limiter ces fuites. On va voir les zones tampons qui ne sont pas considérées dans l'indicateur phytosanitaire de HVE. On peut voir qu'on a la quantité de matière active épandue qui est indirectement pris en compte dans l'indicateur phytosanitaire et qui va prendre 86% des points. On peut voir également le dernier levier, conditions d'application, qui n'est pas considéré. Et donc, toujours par rapport à cette même étude, les exploitations en grande culture valident assez difficilement l'indicateur phytosanitaire, en tout cas sans changement, dans l'échantillon de cette étude. Et donc, c'est le cas pour 12% d'entre elles. Il y a une autre source ensuite de pollution, c'est la pollution diffuse liée à la fertilisation azotée. Donc, vous pouvez voir les différentes sources avec les différents processus sur le schéma. Et là aussi, on a des leviers d'action qui permettent de limiter les fuites. Donc, on a l'ajustement de l'apport par rapport aux besoins qui va prendre 45% donc presque la moitié des points de l'indicateur fertilisation. On va voir aussi donc, le dernier levier avec la SAU non fertilisée qui prend presque un tiers des points de l'indicateur, alors que les conditions d'épandage et l'enfouissement des engrais organiques ne vont pas être pris en compte. Et donc, toujours par rapport à cette étude que j'ai citée précédemment, c'est un indicateur qui est plus difficilement validé que biodiversité, mais qui reste assez accessible, hein, puisque 78% des exploitations de l'échantillon le valident sans changement. Donc, on va passer maintenant à un autre thème. Depuis les années 70, il y a une préoccupation environnementale qui a amené à une demande croissante d'outils d'évaluation de l'impact des systèmes de production sur les milieux. Et donc, il y a des études qui ont montré que le fait de visualiser les données et l'impact des pratiques sur le milieu permettrait aux agriculteurs de mieux prendre conscience de ça et donc de faire évoluer ces pratiques. Et ce qu'on peut mettre en relief par rapport à HVE, c'est le fait que la grille d'audit pourrait servir de support pour visualiser et avoir une réflexion vis-à-vis des pratiques agricoles. Il y a un autre point qui est important pour une transition agroécologique, en plus de la maîtrise des données, c'est le marché. Notamment Glissman qui a évoqué qu'une transformation profonde était impossible sans un soutien du marché. Le problème étant qu'au niveau des grandes cultures, les filières sont assez bloquées, et ce, à cause de différentes raisons. On a d'une part des verrouillages socio-techniques et des freins agronomiques, en plus d'une logique de standardisation qui fait que la diversification des cultures qui sont utilisées est assez difficile. Et en plus de ça, on a un marché des céréales qui est international, avec des prix qui sont tirés vers le bas, et un label HVE qui n'est pas reconnu par les autres pays. Et donc, ce qu'on peut voir sur ces graphiques, c'est que les exploitations qui sont en grande culture et qui sont certifiées HVE représentent seulement 8% des exploitations certifiées, alors que sur la gauche, vous pouvez voir que ces exploitations en grande culture représentent 30% des exploitations françaises. Donc, on peut se demander si cette faible représentativité ne pourrait pas être liée à un manque de soutien du marché. Et donc, à partir de tout ce qu'on vient d'aborder, la question centrale qui se pose, c'est la suivante. La certification HVE favorise-t-elle réellement une transition des pratiques agricoles vers un modèle agroécologique en grande culture? Pour y répondre, nous avons formulé 3 hypothèses. Donc, dans la première, nous supposons que les exploitations agricoles en grande culture changent leurs pratiques de traitement phytosanitaire et la gestion de la fertilisation azotée dans une moindre mesure afin d'être éligible à la certification. Dans la deuxième hypothèse, nous supposons que la certification HVE permet aux agriculteurs de mieux s'approprier leurs données, ce qui permet d'améliorer leurs pratiques culturelles. Et enfin, dans la troisième, nous supposons que les exploitations avec un atelier principal en grande culture
se certifient moins du fait d'un manque de valorisation économique de la certification. Donc, nous avons mené cette étude dans 3 régions, notamment les pays de la Loire, la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine, avec 27 enquêtés, dont 17 qui sont certifiés HVE et 10 qui sont non certifiés. Et pour ce faire, nous avons recueilli donc, leur perception de l'agroécologie et leur motivation et leurs freins donc, à la certification. Et enfin, nous avons recensé leurs pratiques par l'obtention de 13 grilles d'audit sur les 17 certifiés. Et nous avons réalisé également 8 simulations pour les non certifiés afin de savoir si leur exploitation est certifiable ou non. Passons maintenant à la présentation des résultats. Et dans un premier temps, nous allons tester notre hypothèse 1 qui porte donc sur les changements de pratique engendrés par la certification. Pour illustrer les résultats que nous avons obtenus à partir de grilles d'audit et de simulation, nous allons aborder les 3 modules, donc biodiversité, fertilisation et phytosanitaire. Et pour chacun d'entre eux, nous allons aborder 2 cas caractéristiques d'exploitation, l'une certifiée et l'autre non. Et dans un second temps, pour chaque module, nous allons présenter également une synthèse sur l'ensemble de l'échantillon. Concernant les 2 exploitations, elles sont situées dans l'Eure, spécialisées en grande culture. Celle de gauche est certifiée HVE depuis 2023 et celle de droite n'est pas certifiée et non certifiable d'après notre simulation. Donc pour commencer avec l'indicateur Biodiv, l'exploitation certifiée valide largement ce module avec la note de 18, bien supérieure à 10. Et en effet, l'agriculteur possède une bonne part d'infrastructures agroécologiques et une diversité d'espèces cultivées importante. Concernant l'exploitation non certifiée, elle obtient la note très basse de 3. Et en effet, l'agriculteur marque uniquement des points sur l'item poids de la culture principale avec 35% de la SAU en blé. Par le biais d'une petite simulation, nous avons abordé les changements qui étaient possibles de faire pour atteindre les 10 points et valider ce module. L'agriculteur pourrait par exemple implanter 6 km de linéaire de haies et insérer 3 nouvelles espèces, dans son système. En synthèse de ce premier module, concernant les exploitations certifiées, elles obtiennent une note moyenne de 18,5, sachant que le module s'étend de 0 à 36 points. Le point commun entre toutes ces exploitations, c'est qu'il y a une diversité d'espèces cultivées assez importante et également une bonne part d'infrastructures agroécologiques. On a d'ailleurs remarqué que 8 exploitations sur 13 étaient insérées dans un paysage bocager, ce qui pouvait faciliter la validation de cet item. Et enfin, seulement une exploitation sur 17 a dû réaliser des changements de pratique pour valider ce module. Et concernant les exploitations non certifiées, le résultat n'est pas le même, étant donné que les exploitations sont situées en majorité en Normandie et donc dans des paysages plus ouverts. Et c'est ce qui explique sûrement le fait qu'il n'y ait que 4 exploitations qui ne soient pas certifiables pour ce module. Concernant le module phyto, donc l'exploitation certifiée obtient la note de 17 et valide donc largement ce module. L'agriculteur est engagé dans un groupe défi et obtient donc, ça peut lui permettre d'avoir des IFT bien inférieurs aux IFT de référence de la Normandie. Concernant l'exploitation non certifiée, elle obtient la note de 6 et valide donc pas ce module. Et par le biais d'une simulation, nous avons pu voir que l'agriculteur devrait réduire de 30% ses IFT pour ainsi valider ce module phyto. Et en synthèse de ce module, les exploitations certifiées obtiennent des notes comprises entre 10 et 25, mais nous avons noté que 50% d'entre elles validaient avec des notes comprises entre 10 et 12,5. Nous avons également noté que les exploitations utilisaient des méthodes alternatives, à savoir désherbage mécanique, faux semis et utilisation de biocontrôle. 7 exploitations sur 17 ont dû réaliser des changements pour valider ce module. Et concernant les exploitations non certifiées, 5 d'entre elles sont certifiables, dont une en bio et 3 membres d'un groupe défi. Cependant, 3 ne sont donc pas certifiables et la raison majeure est le recours au CMR1. Donc, il suffirait aux agriculteurs de ne plus utiliser les produits CMR1 pour pouvoir valider ce module. Et enfin, sur le dernier module, le module Ferti, l'exploitation certifiée obtient une note de
obtient donc ce module largement, bien que l'agriculteur n'utilise que de l'azote minéral et que seulement 12% de sa SAU ne soit pas fertilisé, il valide assez aisément le module, notamment par un bilan azoté sans excédent, une bonne part de légumineuses et puis son utilisation d'OAD. L'exploitation non certifiée, bien qu'elle ne soit pas certifiable, elle obtient la note de 10 et valide ce module, notamment avec un bilan azoté sans excédent et son utilisation d'OAD. En synthèse de ce dernier module, pour les exploitations certifiées, elles obtiennent une note moyenne de 18, sachant que le module s'étend de 0 à 33 points. Sur l'échantillon, 12 exploitations sur 13 obtiennent le maximum de points sur l'item bilan azoté. Et enfin, seulement 2 exploitations sur 17 ont dû effectuer des changements de pratique pour valider ce module. Et puis, pour les exploitations non certifiées, elles obtiennent une note comprise entre 10 et 15, hormis une exploitation en bio qui obtient la note très élevée de 27. Les 8 exploitations utilisent des OAD et 5 d'entre elles obtiennent le maximum de points sur l'item bilan azoté. Et enfin, assez étonnamment, on se rend compte qu'aucune exploitation ne devrait changer ses pratiques pour valider ce module. Donc, en synthèse de cette première hypothèse, d'après notre échantillon, ça serait bien le module phyto qui nécessiterait le plus de changements, suivi par le module biodiv, et le module ferti, quant à lui, serait plus facile d'accès. Ces résultats ne sont pas tout à fait en accord avec l'étude Lassalas que l'on a présentée juste avant. Ça serait bien le module phyto qui nécessiterait le plus de changements, mais qui serait suivi par le module ferti et non le module biodiv. Ces différences peuvent s'expliquer par les caractéristiques de notre échantillon. Tout d'abord, le fait que nous avons seulement 3 régions que nous avons visitées, la surreprésentation de membres des filles, et puis enfin la présence d'ateliers animaux sur certaines exploitations et pour lesquelles elles sont souvent situées en zone vulnérable. Pour notre hypothèse 2, nous avons fait le choix de vous présenter une synthèse de nos résultats. Peut-être même il serait important de préciser que cette hypothèse repose essentiellement sur des perceptions et non sur des faits, et que ces résultats s'avèrent valides sur l'échantillon que nous avons choisi de vous présenter. Donc tout d'abord, la certification HVE via sa grille d'audit permettrait en effet de visualiser les pratiques agricoles et d'en mesurer l'impact environnemental dans le but de modifier les pratiques agricoles comme nous le supposions. Mais à travers nos entretiens, nous avons également relevé un paradoxe au niveau de l'accompagnement. La majorité de nos enquêtés étaient certifiés en collectif, donc 14 d'entre eux sur 17, et accompagnés par une structure. Donc dans notre échantillon, c'était donc une chambre d'agriculture. Et cet accompagnement était très apprécié et s'incarnait notamment à travers les mises à jour annuelles, les bilans annuels, qui est un moment où les agriculteurs vont se retrouver, pouvoir échanger sur leurs pratiques et bénéficier de conseils des conseillers de chambre et de pistes d'amélioration. Donc cela contribue, voilà, c'est une occasion pour manipuler et comprendre ces données, mais on a aussi noté que ça contribuait à entraver un petit peu l'appropriation des données par les agriculteurs, notamment par une délégation de la collecte et de la manipulation et de l'analyse des données aux conseillers, qui passait par exemple par le calcul pour eux de la BGA, de l'IFT, etc. Donc justement, on a noté plusieurs limites à l'appropriation des données. Il y a cette dépendance relative aux conseillers, avec la délégation que je viens d'évoquer juste avant. Il y avait également le fait que jusqu'à peu, il pouvait y avoir un remplissage partiel des grilles. On n'allait pas chercher à voir tous les points, ce qui limitait un peu la représentativité de la réalité de l'exploitation et ce qui donne du coup une vision incomplète de la réalité de l'exploitation. Et on avait aussi parfois noté un accès restreint en données détaillées. Certains agriculteurs n'ont accès qu'à des synthèses des grilles d'audit et d'autres ont accès à l'intégralité de la grille d'audit, mais seulement sur demande. Donc, ce qui peut toujours limiter l'utilisation de la grille d'audit comme support à partir duquel réfléchir à une évolution des pratiques. Donc, notre hypothèse 2 n'est que partiellement validée. La certification HVE permet certes de visualiser les données, et il s'agit d'une première étape de l'appropriation des données. Cependant, on remarque que cette appropriation reste contrastée dans notre échantillon d'agriculteurs, notamment pour les exploitations qui sont accompagnées par une structure collective. Nous allons maintenant résumer l'hypothèse 3 en évoquant l'aspect économique. En effet, la principale motivation des agriculteurs pour se certifier HVE,
pour 3 agriculteurs sur 4 nous l'ont dit, c'est l'aspect économique. Et d'ailleurs, on retrouvait aussi cet aspect économique même dans la définition de la transition agroécologique. On a demandé aux agriculteurs de nous dire comment ils la définissaient, cette transition. Et un agriculteur sur 2, dans cette définition, nous parlait d'économie, d'équilibre, notamment économique des exploitations. Donc, ce désir d'une valorisation économique, alors il passe avec HVE, souvent par un crédit d'impôt ou de manière plus indirecte, l'accès au marché. Mais il y a finalement aussi le désir de la part des agriculteurs d'avoir une valorisation économique directe, donc vendre plus cher les produits HVE. Mais là, pour le coup, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas ou peu de débouchés, en particulier pour les céréales vendues en coopérative, du fait de la structuration de la filière, qui est internationale, qui a tendance à écraser les prix vers le bas, et donc à laisser peu de place pour ce genre de label, d'autant plus que c'est un label français qui n'est pas reconnu à l'international, et que la moitié, par exemple, du blé français est exporté. De plus, les consommateurs, finalement, connaissent peu ce label. Donc peu de débouchés, et donc une valorisation économique quasiment absente dans la plupart des cas. Et ça a un impact sur l'intérêt que portent les agriculteurs, en particulier les céréaliers, pour HVE, autant pour se certifier que pour se maintenir dans la durée dans la certification. En synthèse de notre problématique, donc reprenons notre question initiale, nous sommes demandé si la certification HVE favorisait réellement une transition des pratiques agricoles vers un modèle agroécologique en grande culture. Nous avons vu que plusieurs facteurs limitaient le rôle d'HVE dans la transition agroécologique. En théorie, de fait, le cahier des charges encourage l'adoption de pratiques vertueuses, mais dans les faits, seules les exploitations qui rentrent déjà quasiment dans les critères eh bien, se certifient. Si la marche est trop haute, souvent les agriculteurs ne se certifient pas, parce que ce n'est pas intéressant économiquement parlant. Et c'est un des principaux points de blocage d'HVE, c'est ce manque de valorisation économique dont nous venons de parler, qui donc forcément limite l'intérêt des agriculteurs pour le label et donc leur engagement dans la démarche. Nous avons aussi évoqué la place des données. Il faut beaucoup de données à renseigner pour la grille d'audit. Elles permettent certes de visualiser les performances de l'exploitation, mais l'appropriation, nous l'avons vu, dépend de l'accompagnement et aussi l'impact de ces données sur l'évolution de ces pratiques n'est pas toujours si immédiat et évident. Donc, en synthèse, la certification HVE, même si elle est un premier pas, ne peut pas être le seul dispositif au service d'une transition complète. Pour finir, nous pouvons juste revenir sur le cadre de validité de notre étude. Nous sommes déplacés dans 3 régions, nous avons enquêté une trentaine d'agriculteurs. Donc voilà, l'étude n'a pas vocation à être généralisable à l'ensemble de la France et des types de production. On peut aussi noter qu'un certain nombre d'agriculteurs faisaient partie d'un groupe de progrès, par exemple, notamment le groupe Défi. Donc, il y avait déjà une transition des pratiques qui était amorcée. Et puis, la commande initiale était de rencontrer uniquement des agriculteurs céréaliers en grande culture. La réalité était différente, mais c'est un résultat en soi, ça témoigne de leur faible représentativité, finalement, au sein du label. Pour aller plus loin, on pourrait donc renouveler l'étude, augmenter le nombre d'enquêtés, le nombre de régions enquêtées. On s'est aussi un peu questionné sur quelques indicateurs du cahier des charges. On peut noter que la majorité des indicateurs évaluent les moyens mis en place et non les résultats. Nous avons aussi remarqué que les seuils des indicateurs étaient parfois assez bas. Par exemple, pour le pourcentage d'IAE, il faut 10% d'IAE pour valider entièrement l'indicateur, mais dans la littérature, on trouve plutôt un chiffre de 20% qui est recommandé pour la transition agroécologique. Et puis, certains indicateurs, par exemple comme l'IFT, on peut questionner le choix, enfin en termes d'indicateurs phytosanitaires, l'IFT qui ne prend pas en compte la quantité des matières actives. Donc, on pourrait peut-être le compléter du NODU, en tout cas à l'échelle de l'exploitation. HVE donc encourage un changement de pratique, mais plutôt dans une démarche de substitution, alors qu'on pourrait penser qu'il faudrait plutôt adopter une approche systémique pour voilà, vraiment amorcer une transition agroécologique.
Merci pour votre écoute, merci d'avoir présent, de votre attention. Nous remercions aussi l'AFA qui nous a confié ce sujet, nos commanditaires qui nous ont accompagnés, M. Naudin également, et puis merci aux agriculteurs et aux conseillers de nous avoir accordé du temps lorsque nous sommes venus vous rencontrer. Nous vous laissons maintenant la parole si vous avez des questions.